Bonjour à tous. Je remercie Solon le Climat de cette invitation et c'est avec plaisir que je vais tenter ce matin d'éclairer un peu le débat sur alimentation et énergie. Alors, moi je suis prof à l'ENSAIA. Donc l'ENSAIA, c'est l'école d'agro à Nancy. On travaille sur la question des bioénergies depuis 2008. En fait, cette question, elle a émergé par l'ancien directeur de l'école qui, il y a une quinzaine d'années, il a bien senti le vent venir, hein, de se dire, tiens, il va peut-être y avoir une question autour des bioénergies liées à l'agriculture. Je ne parlerai pas du côté forestier, ce n'est pas ma compétence. Sachez qu'il y a 15 ans, toutes ces questions-là n'étaient pas adressées à l'agriculture, elles le sont depuis un certain temps. Alors l'ENSAIA, je ne vais pas vendre ma boutique, je ne sais pas si vous la connaissez, on s'est positionné sur l'école de l'innovation et de la transition. Donc on est pas mal par rapport au sujet qui est proposé. Hein. Et donc ce matin, je vais essayer de voir un petit peu quelles sont les questions qui se posent en termes de concurrence, de complémentarité de la biomasse par rapport à l'alimentation. Alors pourquoi ce sujet il est très important? Il est important, d'abord, il faut poser le débat, et j'insiste vis-à-vis des étudiants. Je vais aussi beaucoup m'adresser aux étudiants parce qu'en fait, ce dont je vais vous parler ce matin, j'en parle aussi beaucoup à l'école, c'est les ordres de grandeur. Si on n'a pas les ordres de grandeur de ce type de débat, on se trompe. Alors, c'est pénible, mais il faut aimer les chiffres. Alors attention, hein, les chiffres ne disent pas tout et ne font pas tout. Mais ça permet de poser un diagnostic important. Éviter les approches en silo. J'ai beaucoup aimé la remarque, je n'ai pas retenu son prénom, de Lisa, sur l'approche systémique. En fait, on va le voir durant la présentation, chaque filière a l'impression d'avoir la solution, chaque filière considère qu'il n'y a qu'elle qui compte, et on va voir que dans notre domaine, si on n'a pas une réflexion systémique, eh bien on se plante. Et puis surtout, il faut qu'on n'évite pas les controverses, parce qu'il y en a un certain nombre de ces controverses, elles sont sur la table. Voilà. Et pourquoi tout ça? Parce que si on ne fait pas un diagnostic partagé, on sera incapable de réfléchir à des pistes communes. Et ce diagnostic partagé, il est très important, mais il est complexe. Et ce sont des sujets qu'on ne peut pas régler en quelques instants, et donc il faut prendre le temps. Et moi, je discute beaucoup avec les élus. Je suis très heureux de voir qu'il y a des gens ici qui réfléchissent aux questions sur la biomasse à l'échelle Grand Est. Moi, je participe au schéma régional biomasse Grand Est. Comment vous dire ? On ne peut pas dire que tout le monde comprend vraiment ce qui s'y passe. Et pour ça, moi, je vous propose de changer l'optique. Plutôt que de partir de la production, il faut partir des usages. En fait, c'est ça le plus important aujourd'hui. Ça a été dit un petit peu hier par M. Daviron. C'est que on a changé de société. On est dans une société où on produit des choses sans forcément se poser la question de à quoi elles vont servir. Mais moi, je propose de partir des usages. Pourquoi? C'est à partir des usages qu'on va pouvoir essayer de réfléchir à des choses cohérentes. Alors, pour qu'on se mette d'accord, alors je ne suis pas sûr qu'ici on a beaucoup d'ingénieurs énergéticiens dans cette salle, hein, qui n'ont aucun problème avec les térawattheures. Moi non plus, hein, je n'ai pas de problème avec les térawattheures. Hein. Par contre, on va parler beaucoup de biologie. Donc là, forcément, il va falloir qu'on redonne quelques cadres pour qu'on soit tous d'accord. Alors la première chose, ça a été dit hier, je le répète, c'est qu'en fait, il faut en moyenne 7 kilocalories végétales pour faire 1 kilocalorie de produit animal. D'accord? C'est les efficiences de transformation des animaux. Hein. Et qu'on soit très clair, il y a une très grande différence en ce qu'on appelle la viande blanche, ou encore les monogastriques, donc poulet, porc, pour lesquels on a une efficience 3. Le poisson aussi est très efficace, jusqu'à 16 kilocalories pour la production de viande bovine. Et pour les protéines, c'est un peu différent, on pourra en reparler, mais globalement, retenez un peu ces choses-là. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que ça a été dit un petit peu, ce qui pilote aujourd'hui la biomasse agricole, c'est notre consommation de viande. Ça, c'est un présupposé qu'il faut vraiment avoir en tête, et que je confirmerai, et sur l'échelle planétaire. C'est notre consommation de viande de par cette efficience. Donc une des premières questions qu'on va se poser, vous avez tous entendu parler ces dernières années d'évolution de consommation, de production. Il faut manger moins de viande. Alors moi, je suis zootechnicien de formation. Alors zootechnicien,
prof de sciences animales. Donc je ne suis pas du tout là pour défoncer ou enfoncer l'élevage, mais peut-être pour une autre forme d'élevage. On pourra y revenir. Donc en gros, on peut regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe sur la consommation de viande aujourd'hui. Bon, bah, pour résumer, la consommation de viande, elle n'a quasiment pas bougé, malgré tout ce qu'on entend. Et on a par contre une forme de substitution. On mange un peu moins de viande bovine et par contre on mange beaucoup de viande de poulet. Et donc aujourd'hui, nous sommes des consommateurs globalement, hein, on va manger 80 kg de viande par an et par personne. Et le problème, c'est qu'on a notre production locale française qui diminue de manière très forte. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Bilan de l'opération, comment on règle le problème d'une consommation qui se maintient et d'une production qui baisse. Bah, vous êtes des économistes brillants. On importe. Donc aujourd'hui, nous importons de la viande produite dans des conditions environnementales particulièrement dégradées. Hein, parce qu'en fait, quand on importe... Mais ça va être pour toute la logique. Hein, on veut relocaliser un certain nombre de choses en France. Bon, bah, il va falloir qu'on fasse un effort. Soit on baisse notre consommation de viande, soit on augmente notre production. Mais voilà, donc il faut avoir en tête tous ces éléments. La production de viande pilote aujourd'hui notre biomasse. Et ça a été montré dans des tas de travaux. La destination des surfaces agricoles par usage en France est la suivante. Alors, une première suite de chiffres. En gros, 28 millions d'hectares. Ah oui, on parle en hectares en agronomie. Hein. Donc un hectare, pour ceux qui ne se rappelleraient plus, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Hein. C'est un terrain de foot. Donc 28 millions d'hectares de surface agricole en France. Et dans ces 28 millions d'hectares, eh bien, uniquement 15 à 20% sont directement pour l'alimentation humaine. Ça va être les vignes, ça va être les fruits et légumes, ça va être les céréales qui ne vont pas être transformées, ça va être les protéagineux. Tout le reste passe par le filtre animal. Et donc dans ce filtre animal, on va trouver les prairies permanentes. On y reviendra, très important, ça a été abordé très rapidement hier. Donc ces prairies permanentes, c'est ce qu'on appelle les surfaces en herbe, hein, et qui n'ont jamais été retournées, hein, ou qui ont été retournées il y a très très longtemps, on y reviendra. Ces prairies permanentes, c'est un tiers de la surface agricole. Et puis vous avez après ce qu'on appelle les prairies, les cultures fourragères, donc on nourrit aussi les animaux avec de la luzerne, avec du maïs, etc., etc. Puis une grande partie de nos céréales servent à nourrir les animaux. Et nous sommes très fortement exportateurs de céréales en France, hein. Bon, sauf cette année, vu que c'est l'année 2024 et l'année la plus difficile depuis 40 ans en termes de rendement. Eh bien, globalement, on a aussi beaucoup des céréales exportées qui servent à nourrir les animaux. Donc retenez ces chiffres que personne en fait n'a en tête. 80% des surfaces agricoles aujourd'hui sont ont pour objet d'aller pour l'alimentation animale. Alors on pourrait se dire, ça c'est une spécificité française. Pas du tout, et on peut le calculer. Et je vais donner deux logiciels aux étudiants qui sont super intéressants. Alors pas qu'aux étudiants, hein, tout le monde ici, hein, mais vous avez ce qu'on appelle l'outil Cratère. C'est un outil extrêmement intéressant qui permet de regarder un petit peu quelles sont les surfaces agricoles utiles par habitant en fonction de notre régime alimentaire. Et donc, il est bien confirmé dans cet outil que 87% des surfaces aujourd'hui, alors là j'ai simulé la France avec un modèle alimentaire classique, d'accord? Et donc vous avez 87% de ça. Et puis vous avez un autre outil qui s'appelle l'outil Parcelle. Alors cet outil Parcelle, il est complémentaire parce qu'il permet de faire des simulations plus fines sur le changement d'aliments, etc., etc. Et là, j'ai fait une simulation toute bête. Actuellement, avec le régime carné actuel, 20 millions d'hectares sont nécessaires pour nourrir les Français. Les 8 millions qui restent, ça part à l'export, c'est pour des choses comme ça. Eh bien, si on passe sur un régime carné moitié de ce qu'on consomme aujourd'hui, je n'ai plus besoin que de 12 millions d'hectares. Donc, vous voyez, ça a été dit hier, on a des degrés de liberté très significatifs sur les surfaces agricoles en fonction de notre consommation alimentaire. D'accord? Donc ça veut dire que quelque part, on a des outils de pilotage si on a des objectifs. Alors, pour ça, il faut aussi qu'on ajoute quelque chose. C'est que le secteur agricole et alimentaire est un secteur très particulier par rapport à la question des gaz à effet de serre. En gros, on identifie que l'empreinte, alors je parle bien d'empreinte et pas d'émission, hein, pour les jeunes, j'espère, et les moins jeunes, que vous faites bien la différence, hein.
L'empreinte, c'est je tiens compte des importations et j'enlève les exportations. Les émissions, c'est uniquement sur le territoire national. Beaucoup des gens vont vous parler en émissions et vont vous dire qu'on a baissé de 30% nos gaz à effet de serre en émissions. Bon, ça ne m'intéresse pas l'émission. Ce qui m'intéresse, c'est l'empreinte. Bon, bah, l'empreinte a beaucoup moins diminué que l'émission. Mais ça, on pourra y revenir. Donc le secteur agricole, c'est un quart de l'empreinte globale française. Agricole et alimentaire. Un quart. Vous avez tous entendu parler de la neutralité en 2050, même si ça a fait réagir hier sur l'interrogation qu'on pourrait avoir à l'atteindre. Bon, eh bien, sur cette empreinte, en fait, on a un certain nombre de gaz qui vont être concernés. Et en particulier dans cette filière, 2/3 des GES de la filière agroalimentaire viennent de l'agriculture. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Après, vous avez le secteur des transports. Et donc, dans ces gaz, eh bien, il faut bien comprendre que le CO2 n'est pas... Alors, non, le CO2 n'est pas le principal problème. Le secteur agricole se trouve confronté à 2 gaz atypiques que sont le CH4 et le N2O, qui représentent 80% des émissions du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Le CH4 provient principalement de la fermentation entérique des ruminants, alors à la fois par l'éructation des animaux, ou les rots, d'accord, mais aussi par tout ce qui est fumier et lisier, qui vont être stockés et qui sont en gros qui représentent 15 à 20% de ces gaz à effet de serre côté CH4. Et le deuxième, c'est le protoxyde d'azote, c'est le N2O. Donc ce N2O, d'où il vient, il est assez simple à comprendre. Il provient en fait de l'épandage des engrais minéraux ou organiques sur les sols qui vont provoquer une émission de N2O. Ces 2 gaz à effet de serre, il n'y a pas de politique publique aujourd'hui sur le CH4 et le N2O. Il faut le savoir, pas de politique publique. Donc pour l'instant, vous allez regarder la politique agricole commune, par exemple. Sur la politique agricole commune, il n'y a rien du tout sur le CH4 et le N2O. Donc c'est quand même particulièrement interrogatif sur la volonté qu'on a à faire avancer les choses. Alors évidemment, tout ça, ça a des impacts sur ce qu'on appelle l'empreinte carbone des produits alimentaires. Donc là, moi, j'utilise la base de données Agribalise de l'ADEME qui permet de regarder un petit peu les émissions de carbone en kilos de CO2 équivalents, donc dans lequel on fait des équivalences CH4, N2O et CO2. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on voit? On voit très clairement que la viande bovine est en gros 10 fois plus émissive que la viande blanche, elle-même 10 fois plus émissive que les protéagineux. C'est assez facile à reconnaître. Vous avez un facteur 10 à chaque fois. Alors les protéagineux, c'est normal. Pourquoi? Parce que, comme leur nom l'indique, ils sont capables de stocker, de fixer l'azote de l'air, et donc ils n'ont pas besoin d'azote minéral pour être produits. Donc ce constat est un constat qui est de dire 2 choses. Il y a des leviers en termes de surface. Ces leviers sont basés principalement sur notre assiette, d'accord? Et bien évidemment, en face de ça, vous avez aussi la nécessité pour le secteur agricole et alimentaire d'aller vers la neutralité carbone. Donc il faut pouvoir travailler sur ces 2 choses-là. Pour l'instant, je ne vous ai pas parlé énergie, je ne vous ai pas parlé biomasse. Eh bien en fait, tout ça est assez récent. Et donc depuis en gros une petite dizaine d'années, on voit arriver dans le vocabulaire le mot bioéconomie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là. Donc en gros, la région Grand Est, qui vous accueille avec beaucoup de plaisir, se positionne comme étant la numéro 1 en France et en Europe de la bioéconomie. Alors, encore faut-il que je vous explique rapidement ce que c'est que la bioéconomie. Ça n'a rien à voir avec l'économie de la biologie. La bioéconomie se résume simplement par la capacité de substituer le carbone fossile par du carbone renouvelable. C'est l'enjeu majeur de la bioéconomie. Donc en gros, c'est est-ce qu'avec la biomasse, ça y est, on y arrive, je vais réussir à substituer l'usage aujourd'hui du fossile du côté alimentaire et non alimentaire. Et donc on voit bien ici que dans le schéma qui vous est proposé, on a quelque chose qui intellectuellement est fort intéressant. Ma biomasse va me permettre de produire toujours de nourrir les hommes, principe de base, mais aussi ma biomasse doit me permettre de produire des composants non alimentaires, matériaux, chimie, énergie. Donc il n'y a pas que l'énergie aujourd'hui. Bien évidemment, tout ça dans un recyclage et une gestion des déchets qui doit être
particulièrement pertinente, tout en préservant les services écosystémiques et en préservant l'environnement. Donc ça, c'est le cadre conceptuel. Et ce cadre conceptuel, on va essayer de voir un peu comment il fonctionne. Et on voit apparaître ce qu'on appelle le 6F des usages. Hein. Je vous laisserai les lire. Hein. Food, fourrage, etc., etc., etc. Donc l'idée, c'est de savoir quelle réalité, quelle limite autour de cette bioéconomie. Alors pour ça, si on veut être cohérent, il faut qu'on regarde les usages. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Si on ne change rien, il n'y aura pas de biomasse disponible. Déjà, principe de base, toute la biomasse aujourd'hui est consommée. D'accord? Donc il faut qu'on essaye, alors je sais que ça ne plaît pas, j'ai appris hier qu'il ne fallait pas dire gisement, mais désolé, dans notre vocabulaire de tous les jours, on travaille sur une réflexion des gisements, mais dans un cadre de bouclage des cycles. Alors qu'est-ce qu'on appelle le bouclage des cycles? Ce qu'on appelle le bouclage des cycles biogéochimiques, azote, phosphore, bref, en rendant au sol et à l'environnement des choses de manière correcte. Et bien évidemment, on va arriver à une vraie question quant à la hiérarchisation, la régulation et la planification des usages par rapport à ça. Et évidemment, on ne s'opposera pas non plus à la technologie. D'accord? C'est important de pouvoir se dire en quoi aussi la techno peut nous aider, si elle peut nous aider dans ce débat. Alors pour ça, bon, vous avez entendu parler du Green Deal, on en a parlé hier, je passerai assez vite. Hein, le Green Deal, aujourd'hui, qui annonce un certain nombre d'éléments, hein, une répartition équitable, mais qui annonce surtout la neutralité en 2050, et alors surtout, moins 55% d'ici 2030 des gaz à effet de serre. Je ne sais pas dans quel état ils étaient quand ils ont écrit ça, mais ils devaient en avoir fumé de la bonne. Hein. Je sais que je suis enregistré, mais j'assume. Hein. Alors, juin 2024, hein, nouveau Parlement, ils sont déjà en train d'essayer de faire la peau au Green Deal. Alors, le Green Deal est une formidable idée, hein, qu'on soit très clair, hein, d'un point de vue intellectuel, c'est parfait. Alors pour ça, ben, la France l'a traduit en un acronyme que j'espère tout le monde dans cette salle connaît, la SNBC. Hein, cet acronyme devrait être connu de tous les Français qui réfléchissent un peu au sujet, voire même à ceux qui n'y réfléchissent pas, la fameuse stratégie nationale bas carbone, qui indique, en gros, ben là aussi c'est assez facile, hein, vous allez d'un point A à un point B et vous tracez une droite. Et en 2050, vous obtenez la neutralité carbone. Et donc cette stratégie nationale bas carbone, bon, elle est connue, hein, et elle indique en gros qu'on va passer de 480 millions de tonnes d'équivalent CO2 à 80. On va donc devoir diviser par 6 nos gaz à effet de serre. Division par 6. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Alors, est-ce que vous êtes déjà amusé à faire un atelier 2 tonnes? Alors, vous allez sur Internet et vous faites atelier 2 tonnes. En fait, pourquoi 2 tonnes? Parce qu'aujourd'hui, notre empreinte, elle est de 10, un peu plus de 10. Si vous divisez par 6, vous arrivez en gros à 2. Ben, je vous assure qu'un atelier 2 tonnes, il ne va pas vous rester grand-chose. Mais voilà. Petite boutade. Et donc voilà ce qui va devoir être fait. Donc ça, c'est en 2050. Puis émissions de gaz à effet de serre en 2050, selon un scénario de référence. Hein. Donc on passe effectivement de 400 et quelques à 80 millions de tonnes. Alors vous remarquerez que l'agriculture a un caractère très particulier dans cette simulation. Tous les secteurs économiques devront diviser par 6 à 10. L'agriculture, on lui donne le droit de ne diviser que par 2. Pourquoi ? Alors après, c'est un débat qu'on n'a pas eu entre nous. Hein. Ça a été fixé. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'agriculture, comme j'ai dit tout à l'heure, est tellement spécifique par rapport à l'émission de ces gaz à effet de serre que si je veux aller au-delà de 2, c'est simple, il faut flinguer tous les ruminants. Donc, moi, j'avoue quand même que les fromages AOC des Alpes, je vais avoir du mal à m'en passer. Blague mise à part. Je mets en alerte sur les puits. Ça sera certainement dit par mes collègues forestiers. Les puits de carbone aujourd'hui ont été très largement surestimés. Très largement. Le CITEPA, que vous connaissez, qui est l'organisme qui fait un petit peu ses prévisions sur à la fois les émissions et les puits de carbone, considère qu'aujourd'hui, les 3 principaux puits naturels, c'est la forêt, les prairies permanentes et les sols agricoles cultivés. Parce que la prairie permanente n'est pas un sol agricole cultivé. Bon, il est montré aujourd'hui que les forêts
serait à minima stockante, voire même émissive, à discuter avec les spécialistes de la forêt. En tout cas, du côté prairies permanentes, on sait que ces prairies, eh bien, les calculs ont changé, elles ne sont plus vraiment stockantes, elles sont presque émissives. Bah, c'est de la biologie. Hein. Une prairie permanente qui a 80 ans, bah, au bout d'un moment, vous allez avoir une courbe de stockage, et ça, l'INRAE l'a très bien montré. Et ça veut dire que si les puits sont moins bons, il va encore falloir être plus fort sur le reste. Par contre, les sols cultivés, eux, ont un vrai pouvoir de stockage carbone sous réserve d'itinéraires techniques. Alors, la répartition sectorielle, elle est simple. Hein, 3 secteurs entre 15 et 20%. Vous les avez sous les yeux. Hein, le transport étant le plus élevé, et après 3 secteurs qui se ressemblent. Et alors, qu'est-ce qu'on donne sur les émissions? Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, on est très fiers de nos émissions. Nous avons respecté le budget carbone de la SNBC. D'accord? Et on va même un peu plus vite que le budget carbone prévu. Alors, il y a eu quand même des vrais efforts. Hein, on ne peut pas tout mettre sur la crise ukrainienne. Hein. Il y a eu une baisse de consommation, il y a eu tout un tas de choses assez positives qui nous font... Par contre, si on étudie en empreinte, on ne trouve pas tout à fait les mêmes résultats. Et donc là, on va se retrouver confronté à la question de la relocalisation industrielle. Si on relocalise, on va émettre, et là, il va falloir faire les additions. Donc globalement, on le voit bien en 2023. Par contre, l'agriculture est un peu juste sur ce système. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le budget carbone est OK, mais les puits de carbone ne sont pas terribles. Alors, maintenant, les usages. Vous avez plein de scénarios qui vous sont proposés. Mais quand je vous dis plein, mais c'est des centaines de scénarios qui vous sont proposés. Je vous en ai cité un certain nombre. Et moi, je vous propose aujourd'hui de réfléchir... alors, peut-être que vous connaissez le scénario After 2050, hein, qui est un scénario extrêmement connu et reconnu dans le secteur de la bioéconomie. Et moi, je vous propose pour éviter... Alors, le Shift Project, Jean Covici, hein, qui a sorti son PTEF, hein, et qui est en train enfin de travailler sur l'agriculture, il était temps, hein, parce que... Le Shift Project, ils sont très bons, mais alors sur l'agriculture, ils ne sont pas bons. Donc ils sont en train de s'y coller. Et ben je vais vous proposer de vous présenter en 5 minutes un petit document qui fait 700 pages, qui sont les 4 prospectives ADEME. Vous avez peut-être déjà vu. Elles sont assez intéressantes. Et donc ces 4 prospectives, elles ne sont pas là pour dire ce qui va être fait, elles sont ces 4 exercices de pensée qui vont proposer aux gens de dire bah, qu'est-ce que vous voulez. Et donc on va du scénario le plus frugal au scénario le plus techno. D'accord? Et je vais les résumer très vite. Le premier, c'est ce qu'on appelle la génération frugale. Alors vous aurez accès à tout le détail, hein, je vais juste fixer un certain nombre de choses. Donc dans ce premier scénario, on divise par 3 la consommation de viande. Vous voyez, pilotage par l'alimentation. Évidemment, on va apprendre à faire du vélo, hein, je peux vous le dire. Et surtout, dans ce scénario, chacun d'entre nous, on aura notre carte carbone individuelle. Que vous soyez Bernard Arnault ou que vous soyez n'importe qui d'entre vous, nous aurons droit au même budget carbone. Et interdit de se revendre le budget carbone entre... Voilà. Alors, avec ça, pas de problème, ça passe. Ça passe. Alors après, d'un point de vue démocratique, à réfléchir. Hein, voilà. Donc ça, c'est le scénario. Hein. Et dans ce scénario, on voit apparaître la méthanisation. 100 TWh. Alors 100 TWh, ça ne vous parle peut-être pas, je reviendrai tout à l'heure sur qu'est-ce que ça veut dire 100 TWh dans le système. Donc dans ce scénario, le moins techno, on a de la méta. Le deuxième scénario, c'est la coopération territoriale. Alors pour ceux que ça intéresse, ce scénario ressemble diablement au scénario After 2050. Donc dans ce scénario, là aussi, la viande est un outil de pilotage. Dans ce scénario, vous avez aussi des questions sur la mobilité. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on va avoir une fiscalité environnementale. Contrairement à tout à l'heure, c'était une carte carbone individuelle. Là, c'est une fiscalité. En gros, les pollueurs, ils payent. Voilà. Ben, dans ce scénario, on a aussi de la méthanisation, un petit peu plus, 110. Troisième scénario, c'est le scénario de la croissance verte. C'est un scénario, on va dire, assez macroniste dans sa logique, dans laquelle, bah, même dans ce scénario, on est à moins 30% sur la viande. Moins 30. Là, on peut continuer un petit peu à circuler. Et là, en fait, on dit, c'est le marché qui va régler les questions financières. Donc, peu de régulation. Alors là, la plupart des économistes considèrent que laisser le marché réguler des systèmes sur le long terme, le marché en est quasiment incapable. Bon, à discuter, mais je suis assez d'accord avec. Vous comprendrez assez vite que moi, je suis plutôt dans une logique S2, coopération territoriale, qui me paraît le scénario le plus équilibré. Le troisième, alors, la méta aussi. Hein. Quatrième scénario, on va le résumer.
ne changez rien citoyen, la technologie va nous sauver. C'est ce qu'on appelle le pari réparateur. Et donc en gros, là, pour la viande, il n'y a plus de problème parce que la viande sera de synthèse. Donc on n'a plus de questions à poser. Sachez que la viande de synthèse, quand vous interrogez les gens, il y en a beaucoup qui sont intéressés en disant « Ah bah oui, mais alors c'est bien, ça évitera les gaz à effet de serre, le bien-être animal, etc. etc. » Donc vous voyez, une approche un peu en silo sur ces questions. Alors dans ce scénario, bah alors là, avion, tout est open bar, avec un pari technologique très fort, c'est la capacité qu'on aura à faire captation du CO2 issu de toutes les filières. Donc en gros, captation du CO2 en couche géologique ou usage du CO2. Sachez qu'on sait déjà faire de la captation, mais quelques milliers de tonnes, quelques centaines de milliers de tonnes. Là, dans ces scénarios, c'est des captations de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards de tonnes qu'il va falloir mettre en œuvre. Donc on manque un peu à l'échelle. Mais là, toutes les gens, toutes les personnes qui disent « mais on va y arriver », alors moi ma question c'est si jamais on n'y arrive pas, est-ce qu'on a un plan B? Voilà. Alors j'interroge mes collègues géologues, qui sont juste à côté de l'ENSAIA, qui disent « on bosse dessus, on va y arriver ». Ma question c'est quand? Donc dans ce scénario, vous avez aussi de la méta. Alors, dans tous ces scénarios, vous avez une demande d'énergie à la baisse. Ah, voilà avec nos fameux térawattheures. Alors vous avez tous, aujourd'hui, en gros, on consomme entre 1600 et 1700 térawattheures d'énergie finale. Je ne parle pas en énergie primaire, ce n'est pas le sujet. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Que même dans le scénario techno, on voit beaucoup, enfin, on a une baisse de 30%, et dans le scénario S1, on divise par plus que 2 l'énergie. Ça veut dire que dans un scénario comme celui-ci, on va avoir de l'efficacité qui est mise en œuvre, et ou de la sobriété, pas dans le scénario 4, une augmentation très forte de la méthanisation à 100 TWh. Vous imaginez bien que 110 TWh sur 800, ça veut dire que vous passez aujourd'hui, la méthanisation c'est moins de 1% du mix énergétique, moins de 1%. Dans les scénarios prévus, c'est plus de 13% de l'énergie finale pour des usages difficilement substituables, notamment de chaleur. Voilà. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, un peu quelques chiffres. Ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous consommons 50 millions de tonnes de matière sèche, globalement tout compris. C'était en 2017. En 2017, la méthanisation n'existait quasiment pas. Donc dites-vous bien que ces 50 millions de tonnes aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise pour la forêt, pour les usages non énergétiques qui ne sont pas la méthanisation. Donc, on va commencer à rentrer dans quelques chiffres un peu pénibles. Ça, c'est 2017. Ça, c'est 2050. Retenez un chiffre. Pour faire 110 TWh ou 100 TWh de méthanisation, il me faut 50 millions de tonnes de matière sèche de biomasse. Je peux vous faire tous les calculs si vous voulez. On fera un TD avec les étudiants, pas de problème. Ça se fait assez facilement. Retenez ce chiffre de 50 millions de tonnes. Est-ce que c'est beaucoup? C'est à discuter. Eh bien, la France a eu la chance, et ça c'est Elisabeth Borne qui l'a fait, pourtant je ne peux pas dire que je sois toujours d'accord avec elle, enfin maintenant j'ai plus le choix. Elle a créé ce qu'on appelle le SGPE, le Secrétariat Général à la Planification Écologique. Le SGPE, c'est un organisme interministériel qui dépendait directement du Premier ministre. Et c'est Antoine Pellion qui a fait ce travail avec ses équipes, et qui a fait la cartographie actuelle des flux de biomasse en millions de tonnes de matière sèche. Alors, on a avec ou sans la forêt. Je crois que dans celui-ci, je n'ai pas mis la forêt, je laisse mes collègues de la forêt en parler. Voilà, je vous donne un chiffre. Actuellement, le secteur agricole produit 260 millions de tonnes de matière sèche. Tout est utilisé, il ne faut pas croire. Tout est utilisé. Alors, soit c'est utilisé pour l'alimentation humaine, animale, l'export, tout est utilisé. La question qui... Alors, aujourd'hui, les bioénergies, c'est 18 millions de tonnes de MS. Très majoritairement, c'est des agrocarburants. La méthanisation, aujourd'hui, c'est très anecdotique dans ce modèle. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je peux prendre 50 millions de tonnes de MS dans ce schéma? Et si je les prends où? Il n'y a pas d'autres arbitrages que cela. J'ajoute qu'une grande partie de cette matière sèche est produite grâce à l'azote minéral. On l'a dit hier, l'azote minéral, sans azote minéral, vous pouvez quasiment diviser par 2 la productivité de ce qu'on a ici. Je vais vous donner un exemple. Un blé, donc une céréale bio,
c'est 30 à 40 quintaux de l'hectare. Un blé conventionnel avec de l'azote minéral, c'est 70 à 80 quintaux de l'hectare. Donc on voit bien que notre système va continuer à utiliser de l'azote minéral. Sauf que vous savez tous comment est fait l'azote minéral, ça a été dit hier par M. Daviron, réaction Haber-Bosch, ammoniac, et tout aujourd'hui c'est fait avec du CH4, fossile. Donc là aussi, il va falloir qu'on arbitre. Comment on peut continuer? Ou alors on se dit, j'arrête l'azote minéral, mais à ce moment-là, j'ai encore moins de tonnes de matière sèche disponibles et j'arrive plus à arbitrer. Vous comprenez un peu le sujet. Alors, on a la même... ça, c'est le scénario S2. Et alors maintenant, je vais vous expliquer à quoi correspond le scénario S2 dans les hypothèses des usages. Et là, vous allez voir que ce n'est pas des hypothèses anecdotiques. Le scénario S2 ou scénario after correspondent en gros à une réduction de la quantité de protéines animales de 50%. Normal, l'élevage. Donc on va diviser par 2 notre consommation animale. À votre avis, qu'en pensent les filières? Est-ce que vous êtes allé interroger la filière laitière? Est-ce que vous êtes allé interroger la filière bovine? Moi, je suis allé les interroger. Pas garanti qu'ils soient tous d'accord. Même si vous avez entendu, Lactalis est en train de laisser tomber un certain nombre de ses producteurs. Donc voilà, c'est les premières hypothèses. Après, vous avez des hypothèses où il n'y a plus de soja qui rentre sur le territoire national. Le fameux soja qui sert à nourrir nos monogastriques. Donc on va devoir produire nos propres protéines. Après, vous avez des hypothèses qui sont de fait chiffrées sur les élevages, qui sont des hypothèses particulièrement fortes sur le chiffrage. Ça nous fait moins 50% de bovins. Vous avez compris pourquoi. Le bovin consomme les prairies, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et on doit toujours arriver à la neutralité carbone. Il faut gérer les différents éléments. Moins de cochons, moins de poules, etc., etc. Et on va aussi travailler sur les phytosanitaires, ça a été dit hier. Les phytos, c'est aussi un élément, ça c'est un problème de santé. Et là, division par 2,5 des engrais azotés, le fameux azote minéral. Donc vous voyez, les hypothèses qu'on est en train de faire là sont des hypothèses extrêmement dures. Si ces hypothèses ne sont pas respectées, nous n'aurons pas assez de biomasse pour boucler tout ce qu'on est en train de faire. Et donc, dans le cadre de cette hypothèse, on est tout à fait capable de produire ça. 32 TWh en 2030. Actuellement, c'est 13. D'accord? La méta, aujourd'hui, c'est 13 TWh. Et 68 en 2035, 107 en 2040. Dans le cadre de ces hypothèses, ça fonctionne. Mais vous avez vu un peu ce qu'il faut mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Quelle acceptabilité par les filières? C'est bien de la sobriété de la techno. Nous avons quelqu'un de GRDF tout à l'heure qui va nous expliquer un petit peu comment tout ça peut se déployer dans ces hypothèses, sous réserve de ces hypothèses. Alors, des annonces très récentes. Ça le fait même rire. Monsieur Bastien Régnier rigole. C'est pas, retenez le chiffre, c'est pas 32 TWh qui vient d'être annoncé. Ça, c'est le scénario qui a été fait par l'ADEME, qui a été fait par Solagro. Solagro, c'est after. Le 12 septembre 2024, nos amis gaziers, GRT, GRDF et Terega, Terega, c'est ceux qui gèrent le gaz dans le sud-ouest, ont annoncé non pas 32 TWh, mais 49 TWh en 2030. Il faut multiplier par, allez, 49 divisé par 13, vous ferez la multiplication, par 3,5 en 5 ans, la production de méthane, de biométhane, par rapport à ce qu'on vient de faire depuis une dizaine d'années. Et après, vous avez 80 TWh en 2035, et puis en 2050, on n'a pas encore la projection. Et là, je vais vous apprendre peut-être des mots. On voit arriver sur notre champ d'expertise la pyrogazéification. Je ne sais pas si vous connaissez. On voit arriver la gazéification hydrothermale. Là, les technos, là en haut, il va falloir bosser là-dessus. Ce sont des nouvelles technologies qui sont utilisables pour traiter des déchets ultimes pour produire du gaz vert.
Le problème, c'est que quand on fait un tout petit peu l'analyse de tout ça, il semblerait que parfois, il y ait une forme de double comptabilité sur les gisements disponibles, en particulier sur la gasification hydrothermale par rapport à ça. Donc, les annonces faites le 12 septembre, vous avez bien fait de faire votre université d'été à l'automne. Ça vous a permis comme ça d'avoir ce chiffre. Les dynamiques annoncées par les gaziers sont plus rapides que celles de l'ADEME ou AFTER. Donc, moi, je m'interroge. Hein. Je vous ai dit que les hypothèses étaient déjà fortes et lourdes par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il n'y a que moi qui le dis? Parce que si c'était que Yves Leroux, Ensaya... alors, j'insiste, je n'ai pas dit, je suis porteur de la chaire agro-méta. Donc, il y a une chaire industrielle à l'Ensaya. Hein, et donc, on bosse sur ce sujet depuis une quinzaine d'années. Hein. Moi, mon idée, ce n'est pas de faire la promotion de la méthanisation, c'est de regarder en quoi et quels sont les technos, en quoi tous ces scénarios sont possibles. Eh bien, en juillet 2024, le SGPE a fait un super webinaire, tout le monde devrait le regarder, ça dure 1h10, Antoine Pellion, il nous dit, les copains, des inquiétudes sur le bouclage de la biomasse. Annoncé par Antoine Pellion, pas annoncé par Greenpeace ou Sauvons le climat. Vous voyez, hein, j'essaie d'équilibrer mes... Et donc, il a fait le calcul, alors je vous passe les détails, hein, il a réévalué le calcul de la biomasse en prenant en compte le fait que, de fait, on va en avoir besoin de plus et puis que les puits de carbone sont en difficulté. Sauf que dans ses calculs, il n'avait pas fait le 49 TWh. Il avait pris un chiffre plus petit, bon, je vous passe les détails. Globalement, on a besoin de 28 millions de tonnes en plus d'ici 2030 pour faire tourner les bioénergies, comme je vous l'ai dit. Ben, il faut aller taper dans ce qu'on a dit, dans ces différentes ressources. Simplement, ça ne se fera pas sans percuter les filières actuelles. Et lors des questions, je pourrais vous donner plein d'exemples si vous le souhaitez. Je voulais aussi vous parler d'un truc dont on ne parle jamais, ou très peu, qui est l'agrivoltaïsme. Alors l'agrivoltaïsme, en bas à droite, pour vous, vous avez la ferme de l'Ensaya. Donc la ferme de l'Ensaya, elle est à une trentaine de kilomètres d'ici, là, où nous avons une unité de méthanisation depuis plus d'une dizaine d'années, et nous avons mis en place des panneaux bifaciaux verticaux en agrivoltaïsme sur prairies permanentes. D'accord ? Les prairies permanentes, c'est 9 millions d'hectares en France. Alors, je vous l'ai dit, elles ne stockent plus beaucoup de carbone, par contre, c'est un stock énorme de carbone. Il ne faut surtout pas retourner les prairies permanentes. Si vous retournez les prairies permanentes, le carbone stocké en 80 ans va être déstocké en 5 ans. Donc il faut absolument avoir une politique publique pour sauver les prairies permanentes. On pourra y revenir. Donc, moi, je fais l'hypothèse qu'une combinaison intelligente, agrivoltaïsme, méta, dans des conditions durables, peuvent être une réponse en partie aux questions qui nous sont adressées. La conclusion, c'est j'espère que vous avez compris que le principe est simple. En fait, c'est facile. Hein. La bioéconomie, c'est une économie basée sur la biomasse, tout en assurant un renouvellement durable et des différents stocks dans une approche systémique. Deuxième chose, des scénarios cohérents entre usage et production. Si on ne part pas des usages, on se plante. Or, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait mis sur la table les scénarios d'usage tels que je vous les ai présentés. Troisième chose, si on n'a pas de scénario clairement exposé, comment je hiérarchise? Donc il faut hiérarchiser, il faut réguler, il faut planifier. Comment on le fait? Aujourd'hui, il n'existe pas d'arbitrage à l'échelle des régions. Les schémas régionaux de biomasse, ce sont simplement des instances où on fait des diagnostics, mais ce n'est pas des instances où on fait c'est pas des instances politiques. Autre chose très important, le partage de la valeur ajoutée là-dedans. Je voudrais citer qu'un certain nombre d'acteurs, de petits acteurs énergéticiens, viennent d'arriver dans la méthanisation. Alors, on les connaît à peine, hein, ils sont locaux. Hein. Engie, Total Energy. Ils viennent d'arriver dans la méthanisation. Moi, je n'ai pas de problème à avoir tous ces acteurs autour de la table. Je veux bien être sûr que le monde agricole ne redevienne pas qu'un producteur de matières premières avec une valeur ajoutée qui sera faite à l'aval. Ce qui a toujours été le métier des paysans. Hein, donc là, il faudrait faire un petit peu attention sur ce sujet. Et on a parlé beaucoup carbone.
et c'est important. Mais je rappelle que des limites planétaires, il y en a 9. Et il faut absolument que les scénarios sur lesquels on travaille permettent aussi de respecter tous les autres. Je vais vous donner un seul exemple, un seul. On a parlé de poulet tout à l'heure. Vous savez qu'un poulet, alors là c'est très agronomique mon affaire, hein. Le poulet que vous mangez, les jeunes là chez KFC, là, si vous allez ou au Crous, non mais il y en a qui ne mangent pas chez KFC, vous êtes parfait, ou tous les restaurants universitaires, c'est du poulet qui a poussé en 34 jours. Entre 0 jour et 1,8 kg, pour pouvoir arriver à 1,8 kg, 34 jours. En face de ça, vous avez le poulet dit label rouge, qui peut se promener dans les petites pâtures, etc., etc. Il fait aussi 1,8 kg. Mais celui-là, il aura fallu 81 jours. Bon, lequel est le plus émissif en carbone par kilo, à votre avis? Bien évidemment, le poulet label rouge, et de très loin. Par contre, en termes de bien-être animal, en termes de biodiversité, en termes de tout un tas d'autres critères, cette viande est bien plus favorable. Donc on va avoir l'obligation de faire un arbitrage multicritère, et s'il vous plaît, pas que sur le carbone. Le carbone est important, il est fondamental. Une des solutions, c'est peut-être d'en manger 3 fois moins. Voilà. Et je terminerai par, évidemment, qu'est-ce qu'on fait si tout ce que je viens de vous raconter, les filières actuelles ne suivent pas? Je vous remercie. Alors, juste pour... ce que je viens de vous synthétiser là fait l'objet, en gros, d'une quarantaine d'heures de cours à l'ENSAIA. Donc, vous êtes des gens brillants, hein, mais... Donc, il a fallu faire une synthèse rapide. Merci beaucoup. Très intéressant. Je pense que, monsieur l'organisateur, on a le temps pour quelques questions. Oui. Alors, moi, je voudrais juste en poser une. Vous avez parlé des filières, de l'acceptabilité des filières. Mais quid de l'acceptabilité des consommateurs qui sont attachés à la viande bovine? Elle est simple, ma question, mais je pense qu'elle a un certain poids. Alors, j'ai commencé, c'est ma deuxième diapo. Moi, je suis ingénieur de formation. Je travaille sur la filière, sur la question de la biomasse. Je ne suis pas sociologue de l'alimentation ni de la consommation. Je vous ai montré qu'en fait, malgré tous les éléments qui sont donnés aux consommateurs, aujourd'hui, la baisse de consommation de la viande bovine, elle est assez peu sur des enjeux climatiques, elle est très liée aux enjeux économiques, parce qu'en fait, c'est une viande qui est un peu plus chère. Donc, mais cette baisse ne correspond pas du tout à la dynamique attendue. Donc, je n'ai pas de réponse à votre question. Moi, je vous adresse un scénario. Par contre, et c'est très important, pour l'instant, on n'a pas le chemin. J'ai le point A, j'ai le point B. C'est quoi le chemin? En fait, le problème de tous ces scénarios, c'est qu'intellectuellement, ils sont fort intéressants. Ils montrent que c'est possible. Tout à l'heure, hier, M. Daviron a dit qu'il y avait des leviers possibles. Oui, il y a des leviers. Moi, le scénario After 2050 ou le scénario S2 de l'ADEME, je le trouve plutôt cohérent. La vraie question, c'est comment j'embrigade les gens là-dedans, et je n'ai pas de réponse. Je fais de très nombreuses conférences à droite à gauche. Les gens qui viennent aux conférences sont forcément des gens déjà soit motivés, soit informés. Voilà. Donc pas de réponse. Désolé. Merci. Donc, des questions éventuelles? Oui, il vous a pas échappé qu'au printemps dernier, il y a eu de fortes manifestations agricoles, et pas seulement en France, mais à peu près dans toute l'Europe. Donc ça veut dire que les filières n'adhèrent pas, ou semblent n'adhèrent pas plutôt au Green Deal, donc prôné par la communauté, par l'Europe. Donc vous savez aussi qu'il y a eu des élections récemment au niveau de l'Europe, et que le Green Deal risque peut-être d'être remis en cause. Alors j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Alors, oui, non, c'est pas que de la politique. Les travaux montrent que le monde agricole, contrairement à ce qu'on peut penser, ne refuse pas ce modèle. C'est simplement la façon dont elle est financée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la politique agricole commune aujourd'hui ne finance pas
de plan carbone. Demain, vous remodelez la politique agricole commune. Moi, les exploitants agricoles sont des opérateurs économiques comme les autres. Si on rémunère ce qu'on appelle les externalités de leur métier, il n'y a aucun problème. Ils le feront. Donc, je pense que paradoxalement, ce n'est pas uniquement de la faute des filières, c'est aussi les politiques qui n'ont pas le courage de mettre en place ce sujet. Aujourd'hui, la rémunération carbone, par exemple, commence à rentrer dans la logique agricole. Les filières s'en sont emparées. D'accord ? Donc, ce serait trop facile de mettre la charge uniquement sur les paysans. Ça, et je veux pas. Alors, ils ne sont pas tous parfaits, hein, mais en fait, en fin de chaîne, c'est toujours eux qu'on va. Les pollueurs, les machins, les bidules. Vous regardez, il n'y a aucune politique cohérente qui leur est proposée. Voire même, on les expose au marché mondial. Voilà, on les expose au marché mondial. En gros, on va leur dire, vous devez produire plus, mieux et pas cher. Je résume, hein. L'équation est juste intenable. C'est ça qu'ils ont voulu dire aussi. Contrairement à ce qu'on pense, les manifestations de janvier 2024, elles n'étaient pas complètement liées à la réglementation. Elles étaient liées au revenu. Elles étaient vraiment une plainte sur le revenu. Forcément, on expose un poulet aujourd'hui fait en Ukraine. Alors dans le cadre de la géopolitique, évidemment, on a fait des choix. On importe du poulet ukrainien qui est en gros 2 fois moins cher à produire en Ukraine que chez nous. Comment on gère ça ? Évidemment, un producteur de poules chez nous, il va dire « mais moi, c'est pas possible ». Et donc, on voit bien que quelque part, c'est pas tant les filières, voire même les paysans, que d'avoir une logique autour... Alors là, on va ouvrir le débat, mais c'est pas complètement le sujet, mais ça l'est complètement, autour de la mondialisation. En gros, les paysans, aujourd'hui, sont les idiots utiles de la mondialisation, très clairement. Ils voudraient bien ce qu'on appelle les clauses miroirs. Vous avez peut-être entendu parler des clauses miroirs. Bon... on va dire que pas grand monde veut aller sur les clauses miroirs aujourd'hui. Donc je pense que la question elle est très politique. Et là où je vous rejoins, pas sûr qu'avec le nouveau Parlement, les choses bougent. Mais je voudrais qu'on soit clair. Les acteurs de terrain, si on leur offre un modèle économique viable, ils le feront. Sans problème. Merci. Votre question, s'il vous plaît. À propos de la méthanisation des subventions actuelles, est-ce que ça ne conduit pas le système à des dérives contraires aux souhaits de l'environnement ? Alors, la méthanisation, il y a plusieurs choses. Bon, on ne va pas commencer à discuter de ça pendant 3 heures, mais je peux donner 2-3 éléments. La méthanisation, les nouvelles unités méthanisation dites en injection sont soumises à la directive RED 2. Et en 2026, à la RED 3. Qu'est-ce que c'est que la directive RED 2 ? Vous devez faire, via une analyse de cycle de vie, la démonstration que les émissions de GES du biométhane sont 70% plus basses que le gaz fossile. Donc d'un point de vue environnemental, comment vous dire ? Après, on peut dire « Ah non, mais c'est mal fait ». Pour avoir moi-même étudié les méthodologies utilisées, c'est assez sérieux. La directive RED 3 va imposer non plus 70%, mais 80% de dégrèvement. Donc sur la partie strictement environnementale, moi quand j'entends des gens dire « le biométhane est aussi émissif que le gaz fossile », je bloque. Je bloque parce qu'en fait, c'est des méthodos qui sont assez sérieuses, qui sont validées par l'INRAE, etc. Donc ça, c'est la partie environnementale. Gaz à effet de serre. Hein. Après, il y a d'autres éléments sur lesquels on peut travailler. Après, il y a la question économique. La question économique, aujourd'hui, le biométhane est en gros, on va faire simple, hein, racheté par des subventions publiques, il n'y a pas de problème, hein, 100 € le mégawattheure, pour faire simple, hein, Bastien Régnier pour être plus précis que moi, là où aujourd'hui, le marché global mondial, il doit être aux alentours de 30 ou 40. Donc le delta, c'est qui ? C'est la puissance publique. D'accord ? La puissance publique. Voilà. Par contre, là, dans les années à venir, d'autres mécanismes vont être mis en place. On va avoir l'obligation par les gros émetteurs, ils vont être obligés de décarboner. Donc en fait, ce qu'est en train de dire l'État, on va progressivement laisser tomber le marché de soutien pour aller faire en sorte que ce soit les gros émetteurs qui
payent leur décarbonation. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Il y a une sucrerie en Normandie, très fortement émettrice. Les sucreries ont besoin de CH4 pour leur chaudière. Les sucreries sont en train de passer des accords avec Total Energy pour faire de la méthane, de manière à décarboner. Et là, vous avez des mécanismes dans lesquels je ne rentrerai pas parce qu'ils sont complexes, qui s'appellent les BPA ou les CPB, qui sont des mécanismes financiers pour justement faire en sorte que ce soit les industriels qui prennent en charge la décarbonation et que ce ne soit pas le contribuable. Voilà. Je n'ai pas dit que c'était parfait, mais ça décalera un petit peu la prise de financement. Mais Bastien Régnier pourra vous en parler mieux si besoin. Merci. On attend pour nos questions. L'outil derrière. Oui. Alors, moi, je ne comprends pas tout à la PAC. J'ai essayé de comprendre la PAC, la politique agricole suisse, qui est réputée beaucoup plus respectueuse pour l'environnement. En fait, la PAC en France, en Europe, si on a à la résumer, je ne vais pas vous refaire son histoire, 1962, etc., elle est basée sur les surfaces. Voilà. La politique agricole commune en France, 80% des subventions accordées aux exploitants sont basées sur les surfaces agricoles et 20% uniquement sur les démarches environnementales, premier pilier, deuxième pilier. Bien évidemment, dans une logique comme celle-ci, quelle est la logique de l'agriculture européenne? C'est de l'agrandissement, de préemption foncière, etc., de manière à pouvoir optimiser et maximiser les surfaces. Par exemple, un maraîcher qui fait 2 hectares, qui crée 2 emplois, parce que sur 2 hectares, et un céréalier qui est sur 400 hectares avec 2 emplois, il y en a un qui touche quasiment rien de la PAC, c'est le maraîcher, et le céréalier va toucher 100 000 euros de la PAC. Donc en fait, on a un problème d'orientation de la PAC. Beaucoup de gens disent qu'il faudrait qu'elle soit plus environnementale et qu'elle soit non plus à la surface, mais à l'intensité de travail. Ça changerait tout. Évidemment, ce débat est sur la table, il n'est pas prêt d'être réglé. Donc, par rapport à la question posée autour du carbone, par exemple, il n'y a rien. Il n'y a rien sur le carbone dans la PAC. Un paysan n'est pas incité à aller dans des démarches bas carbone par la PAC. Une question, on n'a peut-être pas beaucoup vu la dimension économique, notamment le coût de la tonne de CO2 évitée. Oui. Et également, est-ce que ce serait intéressant d'investir un peu comme dit Henri Prévon à l'étranger pour avoir des coûts moindres, donc un CO2 évité plus grand pour la même somme, et peut-être être un peu moins ambitieux sur la France? Il y a peut-être un curseur à trouver, économique optimal. Oui, je partage complètement. Après, entre les 13 TWh actuels et les 49 de 2030, la vérité, elle ne va pas être là. J'insiste, et ça, nous, on a été assez précurseurs et on s'est fait assez engueuler quand on a proposé ça. Dans le scénario, je n'ai pas détaillé, mais dans le scénario S2 de l'ADEME, on propose de méthaniser beaucoup d'herbes de prairies permanentes. En faisant comme ça, qu'est-ce que ça évite? Ça évite de retourner la prairie. Je garde la biodiversité. La prairie, c'est filtration de l'eau, etc., etc. Donc, il y a aussi des tas d'externalités qui ne sont pas financées. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous parlez d'économie, lorsqu'on aura mis sur la table combien coûte un hectare de biodiversité, combien coûte, parce qu'après la solution techno, c'est ce que font les Floridiens, c'est des petites abeilles robots là, ou alors c'est de faire venir des milliers de migrants dans des situations impossibles pour avec un pinceau venir polliniser les fruitiers, si c'est ça la solution. Donc en fait aujourd'hui on a un vrai problème, c'est qu'on ne rémunère pas les externalités correctement en agriculture. Voilà. Merci à vous. Merci.